engageons, c'est parce que pour nous, ce qui prime avant tout, ce qui prime essentiellement, je veux dire, ce qui prime tout simplement, c'est l'humain. C'est chaque habitant de cette ville. Alors, c'est vrai que lorsque l'on voit un candidat que l'on souhaite remplacer au bout de 3 mandats, qui nous dit maintenant j'ai fait beaucoup de choses et maintenant ce sera ma préoccupation, on se dit que, en effet, il est passé à côté de quelque chose et il n'a rien compris, je crois, à la mission d'un maire et à la mission d'un conseil municipal qui est précisément d'agir pour lui. Juste vous dire les grands changements qu'il va y avoir si nous remplaçons le maire. Un des grands changements n'est pas forcément quelque chose qui se voit, c'est un changement de système. On a aujourd'hui un système qui a été mis en place depuis au moins 3 mandats, mais surtout depuis 3 mandats, qui a tué tout ce qui était initiative, qui a tué tout ce qui était, j'ai envie de dire, liberté. Bien entendu, on va vous parler de choses qui sont primordiales, notamment l'emploi, notamment le logement, évidemment la sécurité aussi. On va vous parler de l'école, on va vous parler de tout ça, mais je vais vous dire que déjà, d'instaurer à Dreux une nouvelle manière de gouverner, une nouvelle manière de s'entendre entre Drouais, de s'entendre entre quartiers, de s'entendre entre générations, de s'entendre entre associations. Déjà ça, ce sera le début d'une nouvelle ville, d'une nouvelle vie à Dreux qui créera cette dynamique dont nous avons besoin. Aussi, vous parlez de transparence. Alors bien entendu, quand je dis transparence, ça paraît tellement évident dans une ville ou dans notre République, hein. L'honnêteté, la morale, la transparence, c'est tellement évident, et pourtant ce n'est pas ce que nous vivons au quotidien, vous le savez bien. Vous savez bien qu'en ce qui concerne l'attribution des logements, par exemple, pour prendre des choses concrètes, vous savez bien que ça n'a jamais été transparent. D'ailleurs, s'il y avait une volonté que ce soit transparent, eh bien, le maire actuel aurait accepté au moins que l'opposition siège à la commission d'attribution des logements. C'est la même chose en ce qui concerne le personnel de la ville. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont du personnel de la ville, à qui on explique sans cesse le devoir de réserve. En gros, on leur dit, vous n'avez pas le droit de dire que vous faites de la politique ou que vous vous intéressez à la politique. Sauf évidemment si vous êtes de droite. Là, vous avez le droit de le dire. Vous avez même le droit d'aller dans la permanence du député ou du maire. Là, vous avez le droit de le dire. Mais si vous ne pensez pas la même chose, eh bien, vous n'avez pas le droit de le dire. Et si jamais on vous voit saluer, serrer la main à des gens qui sont candidats, même s'il s'agit de gens qui étaient des anciens amis du maire, des anciens adjoints, parce qu'on arrive dans des situations qui sont terribles. Le maire perd 2 de ses adjoints au moins qui sont sur une liste, un ancien adjoint qui est sur une autre liste, et même ces gens-là, qui ont pourtant travaillé avec des salariés de la ville, n'ont plus le droit d'être salués, n'ont plus le droit de discuter avec des anciens salariés, parce que justement, ils deviennent ceux qu'il faut éviter, ils deviennent l'ennemi. Quand on est transparent, les gens l'entendent, les gens le comprennent. Notamment ceux qui sont dans les associations, qui sont des gens responsables, qui savent aussi ce qu'est un budget, de respecter un budget. La transparence, c'est ça, d'expliquer. Mais pareil pour les associations sportives. Nous, demain, les critères, ils seront clairs, ils seront définis, ils seront partagés. On n'a pas besoin d'aller mettre des dizaines de milliers d'euros, comme ça a été fait là par le maire, pour faire une espèce d'audit, pour savoir à qui on va donner, quels sont les critères. D'ailleurs, critères que personne ne connaît, mais qu'eux considèrent comme des critères maintenant fiables. Transparence aussi en ce qui concerne les marchés. Il n'est pas normal, je vous le dis, il n'est pas normal que ce soit les mêmes entreprises, les mêmes grosses entreprises, proches du pouvoir, qui bénéficient de toute la politique qui est menée par la ville. Donc clairement, on sera de façon transparente en action pour permettre à chacun de pouvoir vivre et bénéficier de tous les marchés de la ville. Il y aura une différence extraordinaire entre les habitudes qui ont été prises jusque-là. Je sais qu'on arrive à un point, et j'insiste là-dessus parce qu'on arrive à un point où bien des gens nous disent que le système est comme ça, que c'est normal. Et c'est ça, je crois, qui nous révolte le plus. C'est cette résignation. Ce n'est pas normal. L'injustice n'est pas normale. La triche n'est pas normale. Le mensonge n'est pas normal. Le favoritisme, ce n'est pas normal. Et c'est tout ça que nous combattons et c'est tout ça que nous abolirons.
dès que nous serons élus, au lendemain même des élections, c'est certainement le plus gros chantier qu'on mettra en place. Je vous disais tout à l'heure, parce que mon terme, celui que j'emploie lorsqu'on est entre nous, est beaucoup plus fort, et je me suis retenu, mais ce que j'ai l'habitude de dire, c'était même plus déménager, on avait presque l'impression qu'ils étaient déportés. C'est-à-dire que les gens, on les prenait, on les ramenait dans des quartiers où ils connaissaient personne, où ils n'avaient plus leurs voisins, ils n'avaient plus leurs attaches, ils n'avaient plus leurs habitudes d'école, ils n'avaient plus leur famille, et ils s'étaient obligés de se retrouver dans des logements. Je pense à tous ceux, par exemple, qui ont été emménagés au BAT, dans des quartiers qui étaient, certaines fois, dans des appartements, mais que personne n'aurait accepté, et qu'ils étaient obligés d'accepter, puisque de toute façon, on leur disait c'était que momentané, mais ils leur demandaient, ils y sont encore, et que de toute façon, c'était ça ou rien. Donc au niveau des logements, des constructions plus nombreuses, parce qu'aujourd'hui, on a un manque évident de construction, et les constructions, j'allais dire, sociales, modestes, aidées, ne doivent pas être toutes concentrées sur les quartiers. Depuis le début, nous disons que ce type d'habitat, on parle toujours de mixité sociale, mixité de vie, mixité d'habitation. C'est aussi de permettre à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, d'habiter sur tous les quartiers, que ce soit le centre-ville, que ce soit les autres quartiers, d'avoir la possibilité, non pas d'enfermer les gens toujours sur un même quartier, mais qu'ils aient la possibilité, et dans le cadre des logements sociaux, mais aussi dans ce qu'on appelle le parcours résidentiel, la possibilité d'avoir des habitats qui progressent un petit peu avec la progression de la vie pour ceux qui ont la chance de pouvoir évoluer professionnellement. Encore une fois, la situation où on est, parce que quelques chiffres quand même, hein. Quand on vous parle d'un emploi ou d'un chômage très important en France, je voudrais quand même vous dire que Dreux, c'est le double. Le chômage à Dreux, c'est entre 20 et 25%. Le chômage dans certains quartiers, c'est jusqu'à 40-45%. Et nous ne sommes pas une ville sinistrée. Il y a des endroits où je l'entends, il y a des endroits qui sont loin de tout. De parler de développement économique, c'est une gageure. Mais là, objectivement, la ville qui s'est le moins développée de toutes les villes à 1h30 de Paris, c'est Dreux. Et pourtant, on a plus d'atouts que les autres. D'être sur ce grand croisement de la route du blé, hein, d'Orléans au Havre, d'être sur la Nationale 12, une 2x2 voies jusqu'à nous, d'être à 1 heure de Paris. On a plus d'atouts que la plupart des villes qui sont considérées comme Dreux. Et pourtant, Dreux est la ville qui se développe le moins. Alors moi, je veux bien qu'on me dise que c'est la crise, mais quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de volonté, un manque de politique, un manque de dynamisme et aussi un manque d'attractivité de notre ville qu'il faut rendre beaucoup plus dynamique? Donc c'est par la politique, je vous le dis clairement, c'est par la politique que nous pourrons aussi développer Dreux de façon beaucoup plus significative qu'aujourd'hui. Un petit chiffre, je ne vais pas vous noyer avec des chiffres, mais lorsqu'on a eu des zones franches qui se sont installées en France, la moyenne de développement de l'emploi, c'était 64%. Vous savez combien à Dreux? 2%. Dreux est la ville, dans le cadre du développement de l'emploi par les zones franches, la dernière de toutes les villes en France. Nous avons des propositions concrètes. Déjà d'aller chercher toutes les entreprises. Tous les jours, il y a des entreprises qui partent de la région parisienne et qui cherchent à s'installer. Alors c'est vrai, on n'ira pas chercher ce que vous promet le maire depuis 20 ans bientôt. Chaque fois, il y a des entreprises de 150, 200, 300, 400 salariés. Non, non, on se bagarre beaucoup trop. La bagarre est beaucoup trop dure pour aller chercher ces entreprises. Bien entendu, hein, si on en trouve, on les ramènera. Mais nous, notre choix, c'est d'aller chercher un certain nombre d'entreprises qui, elles, autour de 7, 10, 15, 20 salariés, ne demandent qu'à être accompagnées. Parce que Dreux reste malgré tout une ville agréable. Son problème, c'est qu'elle s'endort sur elle-même. Doucement. Doucement, année par année, notre ville s'endort. On a perdu 5000 habitants. Vous vous rendez compte? On était, dans le cadre des développements des villes, nous avions un projet, hein, dans le cadre du schéma de développement territorial, le projet était l'augmentation de la population de Dreux. C'était de densifier l'habitat à Dreux parce que, de toute évidence, Dreux devait devenir la ville qui, naturellement, allait se développer. Il fallait beaucoup plus de logements. On a perdu 5000 habitants dans une ville dynamique. On a perdu 5000 emplois dans une ville volontaire. Dreux, 10e ville la plus pauvre de France. Dreux, 10e ville la plus pauvre de France. Alors vous vous dites, bon bah, heureusement, on va mener une politique beaucoup plus solidaire, parce que si on est les plus pauvres, il est normal que notre politique sociale, elle soit plus dynamique, ça paraît évident.
Alors moi je voudrais juste vous dire encore un chiffre. À Dreux, l'action sociale, la politique qui est menée, on fait juste des chiffres simples. Hein. On prend tout simplement ce qui est donné dans le cadre de l'action sociale et on le divise par le nombre d'habitants. C'est ce qu'on fait dans chaque ville. Pourtant, Dreux, on en a beaucoup plus de pauvres. Hein. Eh bien, c'est 32 € par habitant. Alors, vous allez me dire, 32 €, bah, si on donne 32 €, bah, c'est... Bon, peut-être qu'il y a une dynamique. Et si je vous disais que la moyenne nationale, elle est à 76 €? Ah ouais, ça fait réfléchir. Si je vous disais qu'à Romorantin, qui, elle, souffre de fermeture, comme nous on a connu Philips, mais des gens qui veulent s'installer à Romorantin, il n'y en a pas beaucoup. Là, on est à 186 €. Si je vous disais que Chartres, et si on divise par le nombre d'habitants, on est tous d'accord hein, sur le fait qu'il y a de fortes chances qu'il y ait plus de gens, on va dire, aisés à Chartres qu'à Dreux. Bah, Chartres, c'est 96 € par habitant. L'action de Dreux à l'endroit des gens les plus modestes est l'une des plus modestes aussi. Alors vous allez me dire, oui mais on bénéficie d'un certain nombre de choses, par exemple les impôts. Parce que moi je suis content, moi chaque fois que je vois hein, le maire qui nous dit, oui mais moi j'ai pas augmenté les impôts depuis 30 ans. Heureusement, on a les impôts les plus chers. Alors heureusement, il peut s'en vanter. Alors vous me dites, ouais, il dit des chiffres comme ça, 20,84% la taxe d'habitation à Dreux. 17% à Chartres. Mais ce sont des choix. Lorsque on met, je crois que c'était environ 40 000 €, ça va tellement vite que maintenant on n'a plus de notion pour l'étude des subventions, pour les critères. Eh bien, il y a des gens, l'air de rien, quand ils sont élus, c'est pour travailler. C'est pas pour commander des audits. Nous, demain, quand on sera élu et quand on travaillera sur comment définir notre politique et comment on va donner les subventions, on ne va pas aller chercher un cabinet qu'on paiera encore 50 000 € ou 100 000 €. On fera notre travail d'élu. Ce n'est pas à des cabinets et à des salariés de faire le travail des élus. Il faut que les élus se concentrent sur leurs compétences. Et s'ils n'en ont pas, eh bien, il ne faut pas les présenter. Je dis ça entre parenthèses, parce que je ne peux pas m'empêcher quand même une petite blagounette. Je suis en train de penser à M. Hamel qui nous dit j'ai renvoyé des adjoints parce qu'ils étaient incompétents. Je veux bien, mais il les a gardés quand même pendant 3 mandats. Il met du temps à réfléchir. Hein. Il met du temps. Hein. C'est premier mandat, il dit je veux voir. Deuxième mandat, ça se trouve t'as menti. Troisième mandat, bon je vais m'occuper de ton cas. Et puis après il dit ah je te vire, t'es pas compétent. Parce que c'est ça qui s'est passé. Hein. 3 mandats, hein. 18 ans pour dire toi je te vire parce que t'es pas compétent. Nous on en avait un à se débarrasser, on lui a laissé. Les autres, on les garde. Alors, par chance et par volonté, oui, elle baissera. Par volonté parce que ça fait des années que l'on dit que l'on veut que l'eau revienne en régie, que l'on veut que l'eau soit municipalisée et on veut véritablement que ce ne soit pas la Lyonnaise qui bénéficie d'un certain nombre d'avantages déjà, qui nous fasse payer l'eau, l'une des eaux les plus chères de France. Parce que ça fait partie, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça fait partie des records dont la mairie actuelle oublie de se vanter. C'est l'un des records. On est souvent sur le podium hein, dans tout ce qui va. 2 solutions se présentent à nous. Ou considérer le contrat caduc en 2015 ou ne pas respecter la loi. Après maintes réflexions, nous avons décidé de respecter la loi. Je vous le sortirai, c'est pas une blague, hein, c'est écrit comme ça. Donc, ah non, mais quand ils la respectent, ça leur fait tellement drôle qu'il faut qu'ils l'écrivent. Et nous nous engageons à ce qu'elle reste gérée par la municipalité. Alors par les municipalités ou par les régies. Les régies aujourd'hui, elles ont évolué parce que c'est marrant. On n'arrêtait pas de dire qu'il fallait que ça aille dans ce sens-là. Et puis d'un coup, il y a 3 semaines, hein, d'un coup, on nous indique que les régies pourront distribuer l'eau, alors qu'il y a 8 semaines, quand on disait qu'il fallait que ce soit, c'était du n'importe quoi, c'était pas notre métier de faire la distribution de l'eau. Donc oui, on s'engage à ce qu'elle soit distribuée par la ville, par la régie, et que ça reviendra moins cher, de toute évidence. C'est quoi les points d'applaudissement? Alors, déjà, je vais te rassurer, si tu me permets de te tutoyer, je ne suis pas candidat à la présidence. Et d'ailleurs, je suis très pour le fait qu'il n'y ait pas de cumul des mandats et qu'un maire s'occupe de sa ville. Ce que je sais, c'est que un président, je ne sais pas quelles sont véritablement les différences de droit, mais il y a une chose qu'on a en commun, c'est le devoir. Le devoir de s'engager, le devoir de respecter sa parole,
Le devoir d'agir pour tous les gens qui ont fait confiance, mais aussi pour les autres. Le devoir d'être à l'écoute, le devoir d'être sensible aux besoins de chacun, le devoir de servir chaque individu. C'est le principe de la République. Chaque personne est égale. Il faut s'occuper de tous, un par un, de manière équitable. Qu'ils soient des amis, qu'ils soient des ennemis, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient petits, qu'ils soient gros, qu'ils soient chauves. Quand ils sont les trois, c'est embêtant. Mais s'occuper de tous. Et le président de la République, il a un petit peu plus de travail que j'en aurais en tant que maire. Mais c'est lui qui l'a voulu d'un autre côté. En 5 ans, on perd 4 médecins qui partent en retraite. Dont certains, c'est-à-dire qui ont dépassé l'âge de la retraite depuis longtemps et qui reculent, qui se retrouvent avec des salles d'attente qui explosent. Alors des fois, on leur reproche, mais ils sont là pour soigner. Je ne veux pas être leur défenseur, mais quelquefois on dit ils font des actes. Et oui, mais le problème c'est qu'il y a tellement de gens qui attendent et il y a une pénurie qui est énorme. On pense pouvoir participer à la réponse avec un certain nombre d'idées qu'on met en avant. Déjà, on va promouvoir, même en ville, hein, parce que ça se fait en milieu urbain, mais même en ville, il faut aider, accompagner les maisons médicales. L'avantage que ça a, il y a plusieurs avantages. Un des avantages que ça a, auquel on ne pense pas, c'est qu'il est plus facile de regrouper des médecins, mais aussi de regrouper de jeunes médecins avec des médecins plus expérimentés dans une maison médicale. Les jeunes médecins nous expliquent en général, qu'au début, ils apprécient véritablement le fait d'être conseillé, d'être aidé, d'être accompagné, d'être parrainé par des gens avec plus d'expérience. La maison médicale répond à ces attentes. C'est aussi la possibilité, ce qu'on mettra en place, le fait de proposer à des médecins de venir être salariés dans ces maisons. C'est-à-dire qu'on a des médecins, ça se fait, la région finance des mises en place des installations de médecins, on leur garantit en fait, certains arrivent avec une petite crainte aussi d'un revenu, donc c'est une garantie de 3 500 € qui leur est donnée, ils sont médecins, hein, de 3 500 € et en leur disant voilà vous êtes au cabinet, on vous garantit ça et un rythme de travail normal.